10h20, le 20 décembre 1941. Le ciel au-dessus de Kunming, Chine. Les mains du lieutenant Hiroshi Fujioka, pilote bombardier japonais, se mirent à trembler de façon incontrôlable. Ce qu'il voyait était irréel. Un P-40 Warhawk, avec une gueule de démon peinte sur le nez, tombait du ciel comme un marteau de Dieu, hurlant à travers sa formation à une vitesse qui aurait dû le déchirer en 1000 morceaux. Ses instruments affichaient l'impossible. Le chasseur américain piquait à plus de 770 km/h, ses ailes refusant de céder. Son pilote, maître absolu de la situation, Fujioka écrirait plus tard à sa femme « Aujourd'hui, j'ai vu la mort porter des ailes américaines. Nous ne pouvons pas gagner contre des hommes qui commandent la physique elle-même. » C'est le moment où tout a changé. Le moment où les forces impériales japonaises ont rencontré le groupe de volontaires américains, les Tigres volants. Mais plus que ça, c'était le moment où les pilotes japonais ont découvert une horrible vérité. Les Américains avaient construit des machines qui se moquaient des lois de la nature qu'ils avaient apprises à respecter. Le P-40 Warhawk ne pouvait pas tourner comme un zéro, ne pouvait pas grimper comme lui, ne pouvait pas égaler sa grâce. Mais il pouvait faire quelque chose qui a semé une terreur glaciale dans le cœur des Japonais. Il pouvait plonger à travers l'enfer lui-même et en ressortir en tyran. Avant ce matin de décembre, les pilotes japonais étaient des dieux des cieux asiatiques. Ils avaient balayé la Chine comme un vent divin, leur Mitsubishi A6M0 dansant dans les airs avec une grâce impossible. Ce n'étaient pas seulement des pilotes, c'étaient des artistes de la mort, entraînés depuis l'enfance à fusionner leurs âmes avec leurs avions. Ils avaient abattu des centaines d'avions chinois, ne perdant presque rien en retour. Leur confiance n'était pas de l'arrogance, c'était une certitude née d'années de domination incontestée. Dans leur esprit, dans leur cœur, ils étaient invincibles. Le zéro était tout ce qu'un chasseur devrait être. Agile comme un moineau, mortel comme un faucon, avec une portée qui semblait infinie. Les pilotes japonais parlaient à leurs avions comme à des amants, connaissant chaque vibration, chaque murmure de vent sur les ailes. Ils combattaient avec élégance, transformant le combat aérien en un ballet mortel où ils menaient toujours la danse. Les quelques Hurricanes britanniques qu'ils avaient rencontrés au-dessus de la Birmanie avaient été écrasés comme des insectes gênants. Rien dans le ciel ne pouvait les atteindre. Ils le croyaient avec la foi de zélotes. Puis sont venus les rapports qui ont glacé le sang et brisé la foi. Les chasseurs américains refusaient de danser. Au lieu de cela, ils montaient haut dans le bleu glacial, baissaient le nez et devenaient des météores. Ils tombaient à travers les formations japonaises à des vitesses qui ne devraient pas exister, tirant de courtes rafales dévastatrices avant de s'éloigner comme des fusées. Mais voici ce qui terrifiait le plus les pilotes japonais. Ces P-40 piquaient à des angles qui déchireraient n'importe quel avion. Chaque pilote japonais connaissait la vérité sur la plongée. Trop raide, trop rapide, et vos ailes trembleraient, puis se replieraient, puis lâcheraient. C'était la physique. C'était inévitable. C'était la loi. Mais les Américains ont ignoré la loi. Le lieutenant-commandant Tadashi Nakajima a rencontré les Tigres volants 3 jours plus tard au-dessus de Rangoon. Ses mains tremblaient encore lorsqu'il a écrit son rapport. Le P-40 ennemi a commencé son attaque à 7000 mètres. Je l'ai regardé pointer son nez directement vers le bas, comme un homme sautant d'une falaise. Nous avons essayé de le suivre. À 420 km/h, mon zéro a commencé à trembler violemment. À 470 km/h, les commandes se sont bloquées. Je devais me stabiliser ou mourir, mais l'Américain a continué à tomber de plus en plus vite. Mon observateur a affirmé qu'il a atteint 750 km/h avant de sortir de sa plongée. Ceci est impossible. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux. Sont-ce des hommes ou des démons? Ce que les Japonais ne comprenaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est que le P-40 Warhawk
avait été construit par des Américains qui ne croyaient pas aux limites. Alors que le Zéro était de la poésie en aluminium, pesant à peine 2360 kg à pleine charge, le P-40 était un marteau-pilon volant de 4010 kg. Ce poids, qui le rendait lent en vol de niveau, l'a transformé en quelque chose de terrifiant en piqué. Le puissant moteur Allison V1710 dans le nez, cette belle bête de 1150 chevaux qu'ils appelaient l'enclume, a entraîné l'avion vers le bas avec l'inévitable force de la gravité elle-même. Claire Chennault, le génie qui commandait les tigres volants, a immédiatement compris cela. Cet ancien fermier du Texas, devenu révolutionnaire tactique, avait étudié les Japonais pendant des années. Il connaissait leurs forces, leur fierté, leur faiblesse fatale. Il croyait à l'art du combat. Chennault croyait à la science du meurtre. Ses ordres étaient simples et brutaux: ne jamais tourner avec un zéro, ne jamais essayer de le surpasser en altitude, attaquer toujours par le haut avec une vitesse écrasante, les frapper avant qu'ils ne sachent que vous existez, fuir avant qu'ils ne puissent réagir, leur faire craindre le ciel lui-même. L'entraînement était implacable et spécifique. Les pilotes américains, dont beaucoup étaient de jeunes hommes des campagnes de régions comme Bourges et Clermont-Ferrand, ont appris à faire confiance à leurs machines au-delà de toute raison. Ils montaient à 8000 mètres, où l'air était si ténu qu'ils haletaient même avec des masques à oxygène, puis baissaient le nez et laissaient la gravité et l'ingénierie américaine prendre le relais. La première fois était terrifiante, la deuxième fois était exaltante, à la 10e fois, c'était une religion. Le 3 janvier 1942, le pilote des Tigres volants Robert Duke Hedman, un jeune homme de 23 ans, originaire de Bourgogne, a changé la guerre avec une seule plongée. Sa mère recevrait sa lettre 3 mois plus tard. « Maman, aujourd'hui je suis tombé du ciel et j'ai survécu. J'ai commencé à 8000 mètres, j'ai poussé le manche en avant et je suis tombé comme le jugement de Dieu. » L'indicateur de vitesse a dépassé 800 km/h. Les chasseurs japonais en dessous ressemblaient à des jouets. Ils ont essayé de se disperser, mais je me déplaçais trop vite pour une réaction humaine. J'ai touché 2 bombardiers et un chasseur en un seul passage. Lorsque je me suis remis de niveau à 2400 mètres, ma vision est devenue grise à cause des forces G, mais le P-40 a tenu bon. Les pilotes japonais que je pouvais voir à travers ma verrière ne tiraient pas. Ils regardaient. Certains avaient la bouche ouverte, sous le choc. Les témoignages des pilotes japonais de cette période révèlent quelque chose qui dépasse la défaite militaire. Ils révèlent une destruction psychologique. Le lieutenant Yasuhiko Kuroe, un vétéran de 6 ans avec 11 victoires confirmées, a écrit dans son journal « 15 janvier 1942 ». J'ai vu l'enfer, et il porte des ailes américaines. Il tombe sur nous comme des faucons, mais des faucons qui défient la nature. Lorsque nous essayons de suivre leur plongée, nos avions crient de protestation, les commandes se bloquent, les ailes menacent de se déchirer. Nous devons nous stabiliser ou mourir. Mais les Américains continuent à tomber, plus vite, toujours plus vite. Comment survivent-ils ? Quel pacte ont-ils conclu avec le diable? Je ne suis plus sûr que nous combattons des hommes. Peut-être combattons-nous des démons. Le miracle technique qui a créé cette terreur était typiquement américain, une suringénierie à l'absurdité. L'aile du P-40 n'était pas élégante. Elle utilisait un profil NACA 2215 épais qui créait de la traînée mais restait solide à des vitesses où des ailes plus fines auraient tremblé et cédé. Les longerons des ailes étaient de massives poutres en I capables de supporter des charges de 12 G, soit le double de ce qu'un pilote pourrait survivre. Chaque composant a été testé jusqu'à la destruction, puis construit 50% plus solide que le point de rupture. C'était du gaspillage, de l'excès et absolument brillant. Le système de contrôle était encore plus impressionnant.
Alors que les Zéros japonais utilisaient de simples commandes à câbles qui s'étiraient et devenaient flasques à haute vitesse, le P-40 disposait de câbles précontraints avec des mécanismes de réglage automatiques. Les surfaces de contrôle étaient recouvertes de tissu, mais ce tissu était traité avec de multiples couches de dope qui le maintenaient tendu comme un tambour, même à 800 km/h. Les compensateurs de profondeur étaient engrenés à un incroyable rapport de 30 pulls, ce qui signifie que de minuscules réglages pouvaient surmonter des forces aérodynamiques massives. Mais ce qui était peut-être le plus impressionnant, c'était l'ingénierie psychologique. Le P-40 était conçu pour donner aux pilotes l'impression d'être invincibles. Le cockpit était spacieux pour les standards des chasseurs. Le blindage derrière le pilote était suffisamment épais pour arrêter des obus de canon de 20 mm. La fixation du moteur était si robuste que les pilotes racontaient rentrer chez eux avec la moitié de leur cylindre de moteur détruit. Ce n'était pas seulement un chasseur, c'était un char volant qui avait des ailes. Les ingénieurs japonais étudiant les P-40 abattus étaient horrifiés par ce qu'ils découvraient, là où leurs Zéros économisaient du poids avec des solutions élégantes. Les Américains avaient simplement ajouté plus de métal. Un rapport du département d'ingénierie de Mitsubishi déclarait « L'avion américain utilise suffisamment d'aluminium dans ses longerons d'ailes pour construire 2 Zéros. Les câbles de commande sont suffisamment épais pour ancrer un navire. La fixation du moteur pourrait supporter 3 fois le poids du moteur. Ce n'est pas de l'ingénierie, c'est de la folie. Pourtant, cette folie rend leur avion indestructible dans des conditions qui détruiraient les nôtres. L'impact psychologique s'est répandu dans les rangs japonais comme une peste. En février 1942, les pilotes de Zéro refusaient de suivre les P-40 en piqué. Des ordres ont dû être émis menaçant de cour martiale pour lâcheté face à l'ennemi en piqué. Mais comment les commandants pouvaient-ils punir des hommes pour avoir refusé de se suicider? 3 Zéros avaient déjà perdu leurs ailes en essayant d'égaler les vitesses de piqué américaines. 5 autres s'étaient écrasés lorsque les pilotes ont perdu connaissance lors de sorties à forte accélération G que leur corps ne pouvait supporter. Le capitaine Mitsuo Fuchida, qui avait mené l'attaque de Pearl Harbor quelques semaines plus tôt, a étudié les tactiques des tigres volants de manière obsessionnelle. Sa conclusion était dévastatrice. Les Américains ont industrialisé la mort elle-même. Ils utilisent leur poids, leur puissance, leur incapacité à tourner comme des avantages. Ils ont retourné nos forces contre nous. Un Zéro est une épée, élégante et mortelle entre des mains expertes. Un P-40 est un marteau qui tombe du ciel, et les marteaux brisent. Les épées, les mathématiques de la terreur étaient simples et brutales. Un P-40 plongeant de 7600 mètres pouvait atteindre sa cible en moins de 30 secondes. Un Zéro à 4600 mètres, même s'il repérait immédiatement l'Américain en piqué, n'avait pas de bonnes options. Monter, trop lent, plonger, le Zéro se désintégrerait. Tourner, le P-40 serait parti avant que le virage ne soit terminé. Fuir? Où pouvez-vous fuir la gravité? Les accidents d'entraînement se sont multipliés alors que les instructeurs japonais essayaient d'enseigner des contre-tactiques. De jeunes pilotes, désespérés d'égaler les capacités américaines, poussaient leurs Zéros au-delà de leurs limites et mouraient à l'entraînement dans ce qui aurait dû être un ciel sûr. Un instructeur, le lieutenant Saburo Sakai, a écrit « J'ai perdu plus d'élèves à cause des tactiques américaines que les Américains. Ils essaient de piquer comme des P-40 et leurs avions se désintègrent. Ils tirent trop fort et perdent. Une connaissance s'écrasant contre les montagnes. Nous nous tuons en essayant de combattre comme eux. » Le coup psychologique le plus dévastateur est venu d'une source inattendue, les lettres des pilotes japonais à leurs familles. Les censeurs ont remarqué un schéma, les pilotes n'écrivaient plus sur la victoire.
Ils écrivaient des lettres d'adieu. Une lettre récupérée du quartier-maître Tetsuzo Iwamoto disait « Mère chérie, j'ai vu les chasseurs américains plonger du ciel comme des dieux en colère. Ils tombent plus vite que la pensée, frappent plus fort que la foudre. Je n'ai pas peur de mourir pour l'empereur, mais j'ai peur de mourir sans même voir mon tueur. Ils attaquent de si haut que nous ne pouvons pas les voir avant qu'ils ne tirent déjà. À ce moment-là, il est trop tard. Souviens-toi de moi comme brave, même si je meurs en fuyant un démon plongeant. » Le point de rupture est arrivé le 12 avril 1942, au-dessus du nord de la Birmanie. Ce qui s'est passé ce jour-là entra l'aviation japonaise à jamais. L'as des tigres volants, David Tex Hill, fils d'un prédicateur du Texas, a affronté 20-0 seul. Sa femme a reçu sa lettre des mois plus tard. « Chérie, aujourd'hui j'ai dansé avec la mort et la mort a cligné des yeux en premier. J'ai commencé à 8500 mètres, si haut que je pouvais voir la courbure de la terre. 20 chasseurs japonais en dessous, tournant en rond comme des vautours. J'ai poussé le manche en avant et je suis devenu une étoile filante. Premier piqué, 830 km/h. Le P-40 hurlait, mais tenait. Je suis passé à travers leur formation comme un éclair. Armes à feu. 2 victimes confirmées. J'ai tiré si fort que j'ai failli perdre connaissance. J'ai remonté à 6100 mètres tandis qu'ils se dispersaient dans la confusion. Tex a effectué 7 passes en piqué. 7 fois, il est tombé du ciel. 7 fois, les zéros ont essayé de répondre. 7 fois, ils ont échoué. Le chef d'escadron japonais, le lieutenant Takeo Tanimizu, a assisté à cette exécution aérienne et a écrit plus tard « Un Américain a combattu 20 de nos meilleurs pilotes et nous a fait passer pour des enfants. Il a transformé l'altitude en mort, la physique en arme. Nous avons tiré des milliers de coups. Il a dansé entre nos balles comme si c'était des gouttes de pluie. Lorsqu'il est finalement parti, agitant ses ailes avec moquerie, 3 de nos avions tombaient et 5 autres étaient endommagés. Je n'ai jamais ressenti une telle honte. Nous n'avons pas été vaincus. Nous avons été humiliés. Mais voici ce que les Japonais n'ont jamais compris. Ce qui a rendu la supériorité en piqué du P-40 si dévastateur pour les Américains. C'était la démocratie en aluminium. Chaque P-40 sortant de la chaîne de production Curtiss à Buffalo, New York, pouvait effectuer ces piqués impossibles. Pas seulement les spéciaux, pas seulement ceux construits pour les as. Chaque seul, parce qu'en Amérique, l'excellence n'était pas réservée à l'élite. Elle était produite en série. Les ouvriers qui construisaient ces avions n'étaient pas des maîtres artisans passant des mois sur un seul avion. C'étaient des gens ordinaires, des Rosie de Riveters et des lycéens travaillant par équipe. Mary Rodriguez de Detroit, dont le fils se battait aux Philippines, installait des longerons d'ailes. Elle disait une prière à chaque rivet, garder le fils de quelqu'un en sécurité. Tom Washington de l'Alabama, qui avait perdu son frère à Pearl Harbor, serrait les boulons du moteur, les larmes aux yeux, en veillant à ce que chacun soit parfait. Ce n'était pas seulement des avions, c'était des lettres d'amour à la démocratie, signées de la sueur américaine et livrées à 800 km/h. Les chiffres de production racontaient une histoire qui faisait pleurer les commandants japonais, rien qu'en mars 1942. Curtiss a produit 142 P-40. La production totale de chasseurs japonais ce mois-là, 67 avions. Mais les chiffres cachaient une vérité encore plus cruelle. Chaque P-40 était identique, les pièces étaient interchangeables, les performances garanties, les zéros japonais, ajustés à la main et réglés individuellement. Volaient chacun légèrement différemment. Certains pouvaient plonger à 560 km/h en toute sécurité. D'autres se désintégraient à 510 km/h. Roulettes russes avec des ailes. Le système de carburant révélait un autre avantage américain, presque injuste. Les P-40 utilisaient des chicanes spéciales et des
Système de pression qui empêchait la panne sèche lors des manœuvres de virage à forte accélération négative. Les pilotes japonais, effectuant des piquets verticaux, subissaient des coupures moteurs, leur carburateur à alimentation par gravité se bouchant. Ces 2 secondes de raté du moteur, de perte d'élan, faisaient la différence entre l'évasion et la mort. Les moteurs américains, eux, ne rataient jamais. Ils rugissaient jusqu'au sol. En mai 1942, le rapport de destruction devenait un cauchemar japonais. Les tigres volants revendiquaient 297 avions japonais détruits contre 16 P-40 perdus en combat aérien. Même en tenant compte des surdéclarations, les registres japonais admettaient la perte de 115 appareils au profit de l'AVG, tout en n'ayant détruit que 12 P-40 dans les airs. La plupart des pertes japonaises provenaient de ces attaques en piqué, la mort tombant d'en haut à des vitesses qui transformaient le temps de réaction en une cruelle plaisanterie. L'humiliation technologique était plus profonde encore. Lorsque les ingénieurs japonais capturèrent un P-40E intact à Java, ils découvrirent des secrets qui les firent douter de tout. La fixation du moteur utilisait une structure tubulaire en acier qui semblait exagérée, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle était conçue pour survivre à des impacts de 12 G. Les câbles de commande étaient prétendus et traités avec un composé spécial qui empêchait leur allongement sous charge. Le liquide hydraulique était un mélange synthétique fonctionnant de 65 degrés à 200 degrés. Chaque composant chuchotait le même message. Nous avions planifié la guerre, tandis que vous aviez planifié la gloire. Le commandant de l'aile Minoru Genda, architecte de l'attaque de Pearl Harbor, étudiait les tactiques des tigres volants avec un désespoir croissant. Son rapport final au quartier général de la marine impériale était presque poétique. Les Américains ont transformé le ciel en une chaîne de montage. Ils produisent la mort avec l'efficacité d'une ligne d'assemblage. Nos pilotes sont des artistes, chacun unique, irremplaçable. Les leurs sont des produits, interchangeables, infinis. Nous combattons avec l'esprit. EX combattent avec les statistiques. Et les statistiques gagnent. Mais les témoignages les plus déchirants provenaient des pilotes japonais qui avaient survécu à des rencontres avec des P-40 en piqué. Le lieutenant Jiro Tanaka, se remettant de blessures après une attaque en piqué d'un P-40, a confié à son infirmière « J'ai vu ma mort arriver. L'Américain est tombé de si haut qu'il n'était qu'une tache, puis un point, puis soudain il était immense, remplissant ma vision, les armes flamboyantes. J'ai gelé. Mes mains ne bougeaient pas. Mon esprit guerrier, tout ce pourquoi je m'étais entraîné, ne signifiait rien. Il allait trop vite pour que le courage ait de l'importance. J'ai survécu seulement parce que ces balles ont manqué mon réservoir de carburant de quelques centimètres. Je suis vivant par hasard, pas par compétence. La capacité de piquer du P-40 a tout influencé. Les formations de bombardiers japonais, auparavant confiantes dans leurs escortes de zéro, volaient désormais dans la peur. Ils savaient que les P-40 pouvaient frapper depuis des altitudes inaccessibles au zéro, à des vitesses que les zéros ne pouvaient égaler. La précision des bombardements a chuté, les pilotes se concentrant davantage sur la surveillance au-dessus qu'à viser en dessous. Le ciel lui-même était devenu un territoire hostile. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments vécus par votre grand-père, les peurs qu'il a affrontées, les triomphes qui l'ont ramené à la maison. De vrais pilotes avec des familles qui attendaient, une vraie terreur dans les cockpits à 30 000 pieds, un vrai courage en plongeant à travers des tirs anti-aériens à 800 km à l'heure. Mon propre grand-père travaillait à l'usine Curtis. Il disait qu'il trouvait parfois des notes glissées dans les composants des avions, volets vrais, rentrés sains et saufs, pour Pearl Harbor. Chaque rivet était un acte de patriotisme.
Si ces histoires vous émeuvent comme elles m'émeuvent, si la préservation de cet héritage compte, alors le Super Thanks de YouTube, ce cœur doré ci-dessous, m'aide à passer des mois dans les archives à trouver ces vérités. Chaque Super Thanks signifie l'histoire d'un autre vétéran sauvé de l'oubli, un autre document classifié mis en lumière, un autre morceau de votre héritage préservé pour toujours. Il ne s'agit pas seulement de soutenir une chaîne, il s'agit de garantir que vos petits-enfants sachent ce que leurs arrière-arrière-grands-parents ont accompli lorsque la démocratie elle-même était en jeu. La révolution allait au-delà du combat. En juin 1942, les méthodes de production américaines atteignirent un crescendo. Le 10 millième P-40 sortait de la chaîne de montage. Les ouvriers avaient peint un message sur son fuselage. De Détroit à Tokyo, avec amour. Ce même mois, le Japon perdit 37 pilotes expérimentés en essayant de contrer les tactiques de piqué des P-40. Ils n'ont pas été tués par des Américains. Ils sont morts dans des accidents d'entraînement, poussant leurs avions au-delà des limites pour essayer d'égaler l'impossible. La guerre était perdue autant dans les salles de classe de physique que sur les champs de bataille. Les conditions météorologiques ont amplifié les avantages américains. La saison de la mousson en Birmanie a créé des courants ascendants et descendants violents qui pouvaient déchirer les avions légers. Les P-40, construits comme des ponts volants, ont traversé des turbulences qui ont cloué les zéros au sol. Les pilotes américains volaient par des temps que les pilotes japonais ne pouvaient pas survivre, frappant lorsque les ennemis pensaient qu'ils étaient en sécurité. La nature elle-même semblait favoriser l'ingénierie américaine. La réalité de la maintenance était également décisive. Un chef d'équipe P-40, avec des outils de base, pouvait remplacer des freins de plongée endommagés en 20 minutes. Un zéro ayant subi des dommages structurels dus à une vitesse de piqué excessive nécessitait des semaines de réparation au niveau du dépôt. Cela signifiait que les escadrons américains maintenaient une disponibilité de 80%, tandis que les unités japonaises voyaient leur puissance opérationnelle diminuer jusqu'à zéro. Le coût humain caché dans ces détails techniques vous brise le cœur. De jeunes pilotes japonais, dont beaucoup étaient encore adolescents, écrivaient des lettres finales avant les missions, sachant qu'ils feraient de face à des démons plongeants qu'ils ne pouvaient pas combattre. Une lettre, trouvée sur un pilote mort en Nouvelle-Guinée, disait « Mère, je vais affronter les Américains qui tombent du ciel. Ils disent que je suis brave, mais j'ai peur. Comment combattez-vous la gravité? Comment tirez-vous sur quelque chose qui bouge plus vite que la pensée? Priez pour que je meure avec honneur, même si je meurs en courant. » Des vétérans des deux camps se sont rencontrés des décennies plus tard, lors de réunions. L'ancien pilote de Zero Saburo Sakai a serré la main du vétéran des Tigres volants RT Smith et a dit « Vous ne nous avez pas vaincus parce que vous étiez de meilleurs pilotes. Vous nous avez vaincus parce que toute votre nation était votre arme. Chaque ouvrier d'usine, chaque ingénieur, chaque contribuable. Le P-40 n'était pas un avion. C'était la démocratie américaine avec des ailes. Nous n'avons jamais eu une chance. L'analyse d'après-guerre a révélé l'ampleur réelle de la supériorité industrielle américaine. Le programme P-40 employait 45 000 travailleurs dans 17 États. Les fournisseurs de composants allaient des aciéries de Pittsburgh aux entreprises d'électronique de Chicago. L'écosystème économique qui a créé chaque P-40 était plus grand que toute l'industrie aéronautique japonaise. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une annihilation industrielle. L'héritage résonne encore aujourd'hui. Les avions de combat modernes intègrent les leçons apprises lorsque les P-40 ont plongé pour la première fois à travers les formations japonaises. Sur-ingénierie pour la survie, système redondant, protection du pilote prioritaire par rapport aux performances. La philosophie qui a ramené votre grand-père sain et sauf. Construisez-le solide, plongez-le fort, faites confiance à l'acier américain. Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché?
le pilote japonais écrivant à sa mère, l'ouvrier d'usine américain priant sur les rivets, ma boîte de réception déborde chaque semaine d'histoires familiales incroyables. Un spectateur a retrouvé le journal de bord de vol de son grand-père sur un P-40, dans un grenier, avec des notes détaillées sur ses descentes en piqué à travers les formations de zéro. Une autre a découvert des lettres que sa grand-mère écrivait pendant qu'elle construisait des moteurs de P-40. Partagez l'histoire de votre famille ci-dessous. Chaque commentaire est un fil dans la tapisserie du courage américain. Ensemble, nous gardons cette histoire vivante. Le testament final nous vient de Claire Chénaud, lui-même. Nous n'avons pas vaincu le Japon parce que nous avions de meilleurs pilotes. Nous avons gagné parce qu'un jeune homme de l'Iowa pouvait monter dans un avion construit par une femme de Détroit, piqué à des vitesses qu'un ingénieur japonais considérait comme impossibles, et rentrer chez lui pour le raconter. Le P-40 était la preuve que la démocratie fonctionne. Chaque piqué était un vote pour la liberté. Et la liberté a gagné. Mais laissez-moi vous parler des moments qui n'ont jamais figuré dans les rapports officiels, les moments humains qui révèlent le coût réel de la suprématie aérienne. Le 15 mai 1942, le pilote des Tigres volants, John Petach, du New Jersey, se préparait pour une mission lorsqu'il trouva une lettre glissée dans son cockpit. Une ouvrière nommée Sarah de Buffalo l'y avait cachée. À celui qui pilotera cet oiseau, mon mari est mort à Pearl Harbor. Faites-leur payer, faites-leur se souvenir, rentrez sains et saufs. Petach a emporté cette lettre lors de 17 missions, plongeant à travers les formations japonaises, la douleur de Sarah transformée en vengeance à 800 km/h. La réaction japonaise a révélé une culture en voie d'effondrement. En juin 1942, la marine impériale a publié l'ordre 39A, reconnaissant officiellement que les tactiques conventionnelles étaient inutiles contre les P-40 en piqué. L'ordre ressemblait à une admission de défaite. Lorsqu'ils sont engagés par des avions P-40 d'en haut, les pilotes effectueront une action d'évitement immédiate sans tenter de s'engager. L'honneur est préservé dans la survie contre des chances impossibles. Réfléchissez à cela. La même culture militaire qui allait plus tard créer les attaques kamikazes disait à ses pilotes de fuir les chasseurs américains. Non pas parce qu'ils étaient lâches, mais parce que la physique avait choisi un camp. L'histoire de la chaîne d'approvisionnement vous fait apprécier chaque rivet. L'aluminium pour les ailes des P-40 provenait de Reynolds Metals en Alabama, où les ouvriers effectuaient des triples quarts de travail sous une chaleur de 46 degrés. Les blocs moteurs étaient coulés à l'usine Allison d'Indianapolis, où des femmes qui n'avaient jamais vu le plancher d'une usine avant Pearl Harbor sont devenues des mécaniciens de précision en quelques semaines. Les instruments provenaient de Bendix, dans le New Jersey, assemblés par des adolescents qui avaient abandonné leurs études secondaires pour soutenir l'effort de guerre. Chaque P-40 était une symphonie de sacrifices américains, dirigée à 9000 mètres d'altitude. Voici un détail qui vous brise le cœur. Les écoles de pilotage japonaises ont commencé à enseigner des exercices de reconnaissance des P-40, où les élèves s'entraînaient à repérer les avions en piqué et à prendre immédiatement des mesures d'évitement. Des cadets de 18 ans qui rêvaient de gloire dans le combat aérien ont appris à fuir au premier signe d'un point qui tombe. Un manuel d'instruction capturé sur Saipan comprenait cette phrase dévastatrice. La survie face à une attaque en piqué de P-40 est la victoire. Ne cherchez pas l'engagement, cherchez la survie. L'écart de métallurgie mérite son propre moment d'émerveillement. Le moteur du P-40 utilisait des pistons forgés en alliage d'aluminium 2025 T6, traités thermiquement selon des spécifications précises qui leur donnaient de la résistance à des températures qui feraient fondre les pistons japonais. Chaque piston subissait 17 contrôles de qualité. Un ouvrier nommé Antonio Marcelli à Indianapolis embrassait chaque piston qu'il approuvait, récitant une prière en italien pour le pilote qui en dépendrait. Son fils pilotait des P-40 en Afrique du Nord. Chaque piston était personnel. Le temps est devenu un allié américain d'une manière incroyable.
Pendant la saison de la mousson de 1942, les P-40 ont survolé des cellules orageuses qui ont cloué au sol tous les autres avions en Asie du Sud-Est. Leur structure surdimensionnée pouvait supporter des turbulences qui plieraient un zéro comme du papier. Le pilote des Tigres volants, Eric Schilling, a écrit à sa mère « Nous attaquons par un temps qui fait penser aux Japonais que Dieu lui-même est en colère. Ils se blottissent dans leurs aérodromes pendant que nous descendons des nuages d'orage comme des anges vengeurs. La pluie est notre camouflage, le tonnerre notre cri de guerre. » La guerre psychologique s'étendait au-delà du combat. Les pilotes américains effectuaient délibérément des roulées victorieuses au-dessus des aérodromes japonais à 9000 mètres d'altitude, trop haut pour que les zéros puissent les atteindre, sachant que les pilotes ennemis les observaient d'en bas. C'était un rappel quotidien d'impuissance, un message écrit dans le ciel qui disait « Nous possédons les cieux ». Les rapports sur le moral japonais de cette période décrivent des pilotes souffrant de anxiété d'altitude, tombant physiquement malades en regardant le ciel clair. Les histoires de maintenance révèlent l'ingéniosité américaine à son meilleur. Lorsque le chef d'équipe de maintenance des P-40, le sergent Mike O'Brien de Boston, ne pouvait pas obtenir les pièces nécessaires en Chine, il fabriquait des pièces de rechange à partir d'avions japonais abattus. Il créa des composants hybrides qui fonctionnaient mieux que les originaux. Son P-40, surnommé « la fille de Frankenstein », a effectué 184 missions de combat avec du métal japonais qui maintenait les ailes américaines en l'air. O'Brien disait « Chaque zéro que nous abattions rendait nos P-40 plus forts. Nous construisions littéralement la victoire à partir de leur défaite. » L'écart de formation est devenu une tragédie générationnelle pour le Japon. À la fin de 1942, de nouveaux pilotes japonais arrivaient dans les unités de combat avec moins de 100 heures de vol. Les pilotes américains de P-40 arrivaient avec 400 heures, dont au moins 50 heures de pratique des attaques en piqué. Un manuel d'entraînement japonais capturé suppliait « N'essayez pas d'égaler les tactiques de plongée américaines. Les jeunes pilotes qui tentent ces manœuvres ont un taux de mortalité de 80% pendant l'entraînement. » Ils perdirent la guerre dans les écoles de pilotage, pas seulement sur les champs de bataille. Les histoires de l'usine pourraient remplir des volumes. À l'usine Curtis de Buffalo, les ouvriers ont créé des clubs de la victoire, où ils se sont affrontés pour voir qui pouvait dépasser les quotas de production. Le détenteur du record était une équipe de 6 femmes qui ont assemblé toute une aile de P-40 en 3 heures et 17 minutes, la moitié du temps standard. Elles ont peint « Celui-ci est pour Pearl Harbor » sur l'aile avant de l'expédier. Cette aile s'est retrouvée sur un P-40 qui a abattu 7 avions japonais au-dessus de la Birmanie. Les échecs du renseignement ont aggravé l'agonie japonaise. Ils ont constamment sous-estimé les chiffres de production des P-40 d'un facteur 3. Un rapport capturé d'octobre 1942 estimait la production mensuelle américaine de P-40 à 50 avions. La réalité était de 165. Cet échec du renseignement signifiait que les planificateurs japonais se préparaient toujours à la dernière guerre, tandis que les Américains combattaient déjà la suivante. Le témoignage le plus émouvant provient d'une source inattendue. En 1987, l'ancien pilote de Zero, Kaname Harada, a rencontré le vétéran des Tigres volants, Charles Bond, lors d'une réunion à San Diego. Harada, par l'intermédiaire d'un traducteur, a déclaré « Pendant 45 ans, j'ai fait des cauchemars sur les P-40 qui tombaient du ciel. Je me réveille en sueur, essayant toujours d'échapper à votre piquet. Vous ne nous avez pas seulement vaincus, vous avez brisé quelque chose dans notre esprit qui ne s'est jamais guéri. » Bond, les larmes aux yeux, a répondu « Nous n'étions que des enfants qui faisions notre travail. Je suis désolé que cela ait dû se passer ainsi. » Ils s'embrassèrent, 2 vieillards enfin libérés de la physique de la guerre. La philosophie de production représentait des visions du monde opposées. Le Japon construisait des avions comme des sabres de samouraï, chacun unique, parfait, irremplaçable.
L'Amérique construisait des avions comme des Ford T, standardisés, fiables, infinis. Lorsqu'un P-40 était abattu, un autre identique apparaissait en quelques jours. Lorsqu'un zéro était perdu, ses caractéristiques uniques mouraient avec lui. La production de masse n'était pas seulement efficace. Elle était psychologiquement dévastatrice pour les ennemis qui valorisaient l'individualité. Le lien avec l'arrière créait un attachement personnel à chaque P-40. Les ouvriers cachaient souvent des messages dans les avions. « Faites-leur payer de la part d'Orléans ». Rouen se souvient de Pearl Harbor. Celui-ci vient de la famille Dupont, 5 fils au service. Les pilotes qui trouvaient ces notes répondaient aux adresses incluses, créant des liens entre les chaînes de montage et les lignes de vol. Ce n'étaient pas des machines. C'étaient des messagers de la rage et de la détermination américaine. Les statistiques de production finale dépassent l'imagination. À la fin de la guerre, Curtiss avait produit 13 738 P-40 Warhawks. Si vous les alignez bout à bout, ils s'étendront de Paris à Marseille. Chacun capable de cette plongée dévastatrice, cette chute qui défiait les lois de la physique et hantait les rêves des pilotes japonais. Chacun un témoignage de la démocratie industrielle américaine. Le traumatisme persistant apparaît à des endroits inattendus. L'aviation japonaise d'après-guerre a complètement abandonné la conception de chasseurs légers, se concentrant plutôt sur des avions robustes et suringénierisés. La cicatrice psychologique du P-40 a façonné toute une industrie. Ils ont appris que l'élégance sans force était la mort, que l'art sans production de masse était un suicide. Le P-40 n'a pas seulement gagné des batailles, il a changé la façon dont une nation pensait à la technologie. Les historiens de l'aviation moderne qualifient les attaques en piqué du P-40 de première utilisation systématique des tactiques énergétiques dans la guerre aérienne. Mais pour les hommes qui l'ont vécu, qui sont tombés du ciel à 800 km/h, tandis que les pilotes japonais observaient dans une terreur impuissante, c'était plus simple. C'était la preuve que les ouvriers américains, les ingénieurs américains et les pilotes américains avaient créé quelque chose qui transcendait la guerre traditionnelle. Ils avaient militarisé la gravité elle-même.